1943. La France est alors allemande. Derrière ses murs, 1200 résistants emprisonnés s'opposent avec des moyens dérisoires à la dictature de Vichy. À l'ombre de la prison, les résistants s'inventent un autre présent, celui d'une République fraternelle et combative. Leur objectif est de reprendre le combat. Ils mettent sur pied une structure clandestine afin d'organiser l'une des plus audacieuses opérations de résistance de l'occupation, l'évasion de 1200 hommes. « 70 ans plus tard, les derniers survivants de cette formidable aventure collective reviennent sur les lieux pour nous raconter leur histoire. » Souvenir. Ouais, je crois bien que c'est là. Hein. Alors ça, je m'en rappelle. 5 h du matin, ouais. Enchaîné aux pieds et enchaîné aux mains et 2 par 2. Et 2 par 2, oui. D'abord, vivre. D'abord, maintenir l'ordre. Et c'est pourquoi, à Vichy, le président Laval et M. Joseph Darnan passent en revue des détachements des forces du maintien de l'ordre, dont la mission, aujourd'hui plus que jamais, est vitale pour l'avenir de la France. En 1943, Vichy intensifie la lutte contre la résistance. Pierre Laval identifie communistes et gaullistes comme les ennemis du régime, des ennemis à abattre. Cette politique répressive augmente massivement la population carcérale. De Limoges à Nîmes, les prisons sous souveraineté française se remplissent de résistants. Et dans ces lieux de détention souvent mal gardés, les évasions se multiplient. En octobre, le gouvernement décide de concentrer dans une seule et même prison l'ensemble des personnes condamnées par les sections spéciales. Il s'agit de rendre la surveillance de ces individus dangereux plus efficace. Une circulaire signée René Bousquet, secrétaire général de la police, officialise le choix de la centrale d'Hesse. Située dans le sud-ouest du pays, Hesse doit devenir la prison modèle du nouveau régime. Vous y voyez là, les gars? Je vais te donner le bras. Attends, passe à droite. Et du bas, là, c'est bas, une droite. C'est des pigeons. Il n'y a que les pigeons qui viennent. Oh, Ah oui, moi je le voyais plus large. Eh oui. Ah, mais on voit ça, on voit ça dans une plus large. Ah ouais, moi je le voyais plus large. Moi. Ouais. Plus large, mais... Non, les dortoirs. Moi, j'arrive plus à situer. Vous avez connu, les gars, l'infirmerie, vous êtes oui, venu jamais. Moi, aussi. Je suis jamais venu. Toi, oui? Oui. Ah, moi, jamais. Ouais, j'avais un truc, un rhume, je ne sais plus quoi. Et ils m'ont soigné, ils m'ont fait fumigation. Lorsqu'ils arrivent à Hesse, Jacques, Guy, Robert, Lucien, Roland et Jules ont à peine 20 ans. Ce sont des résistants de la première heure, condamnés à de lourdes peines par la justice de Vichy. « 15 octobre 1943. Transfert dans une prison dont on ne connaît pas la destination. Enchaîné, 5 h du matin, 2 par 2, on est embarqué dans des camions qui vont nous amener à une gare de départ, en dehors de Nîmes, dans un futur train qu'on appellera la Marseillaise. La Marseillaise, pourquoi? Parce que chaque fois, et nous étions que des politiques ramassés dans les différentes prisons de France, parce que chaque fois qu'on arrivait dans une ville, malgré les admonestations des GMR, gardes de réserve, qui nous surveillaient, on chantait à tue-tête la Marseillaise, le chant du départ. Les gens dans les gares sidérés de voir un tel train uniquement rempli de gens qui chantent la Marseillaise alors qu'elle était interdite. Un succès phénoménal. La Marseillaise.
qu'elle se veut lire. On se demandait où on était quand même. On se dit, tiens, apparemment on est resté dans le sud de la France, donc ils ne nous ont pas trop amenés vers les Allemands, mais qu'est-ce qu'on va voir? On se posait toutes des questions. Lorsque nous sommes arrivés à Aix, d'abord on a vu l'entrée, la cour d'honneur, et on nous a mis dans les bureaux les uns et les autres, selon le bon vouloir de l'administration. On a été affectés dans des bureaux 1, 2, 3 et 4. Les détenus pour la plupart sont jeunes, d'origine sociale variée, mélange d'une société ouvrière mais aussi rurale, étudiante ou aisée, reflet de la grande diversité sociale de la résistance. Il y a des gens de Nice, il y a des mineurs du Nord qui venaient se taper la grève qui avait été ramassée par les Français. Voilà. Il y avait des gens de partout, de toute la France. Il y avait des professeurs, il y avait des menuisiers, il y avait des mécaniciens. Tout ce monde ensemble mélangé formait un groupe extrêmement important. Au sein des prisonniers, plusieurs responsables politiques, des représentants syndicaux, mais également des cadres de différents mouvements et réseaux de résistance. Il y avait d'une part les communistes qui étaient mélangés aux autres, et d'autre part les gaullistes. Mais ensemble, les deux marchaient ensemble. À l'intérieur de la prison, on faisait un bloc, tous les prisonniers. Bon, il pouvait y avoir des différences, sans doute, hein, bon, mais on était d'accord, voilà. Ces liens qui se sont créés entre nous, de fraternité, parce que ça on ne peut pas souvent le croire, mais véritablement on se sentait comme des frères, comme des combattants, mais on avait beaucoup d'amitié les uns des autres. Le directeur de la prison, Jean-Baptiste Lassalle, s'aperçoit rapidement que contrairement à ce que prévoit Vichy, le bon fonctionnement de la centrale nécessite au quotidien une certaine souplesse. Avec plus d'1 millier de prisonniers, la prison est massivement encombrée. Cette surpopulation, l'attitude bienveillante de certains gardiens, l'expérience de la lutte de nombreux détenus aboutissent à l'instauration d'un régime carcéral assoupli. Afin de faciliter le dialogue, Lassalle, fonctionnaire issu de la Troisième République, accepte la mise en place d'un comité collectif représentant les détenus. En contrepartie, ces derniers s'engagent à maintenir leur rang, ordre et discipline. Tous les résistants étaient représentés dans un comité directeur qu'on appelait. Et tous ceux qui s'organisaient venaient de cette direction. Et puis dans chaque bureau, nous avions une organisation interne du bureau. On a petit à petit, par l'organisation communiste, par notre volonté de nous battre, on a cassé leur volonté de nous abattre, de nous diminuer. Et nous avons conquis pas mal de liberté. Liberté, c'est un trop fort mot, mais pas mal d'aisance à circuler ou à pouvoir discuter et à s'organiser. Officiellement, le comité des détenus est donc chargé de négocier pied à pied des concessions auprès de l'administration pénitentiaire. En fait, il sert de couverture à une organisation clandestine qui, dans le plus grand secret et en coordination avec le Parti communiste, s'attelle à l'objectif suprême, l'évasion. À la tête du comité, Henri Ozias et Stéphane Fuchs. Ils se sont rencontrés en maison d'arrêt et sont liés par une solide amitié. On avait la chance d'avoir 2 leaders avec un charisme énorme. Le docteur Fuchs, un homme charmant, un protestant avec une foi raisonnable, mais un charisme fou. Et Ozias, lui, c'était l'enthousiaste, lui. Tout le monde rigolait avec lui. C'était un plaisantin de première. Moi, je me rappelle de Fuchs parce que
Oh, il prenait souvent la parole, Osias aussi. Chacun s'exprimait peut-être d'une façon différente, parce que Osias, le communiste qui était un ouvrier, avait une expression qu'un ouvrier pouvait avoir. Stéphane Fouche avait des connaissances intellectuelles plus élevées. Hein. Faut pas, c'est pas vouloir diminuer ni l'un ni l'autre, mais c'était ça. On avait besoin d'hommes qui nous remontaient le moral. On était, nous, des gamins. D'accord? Eux, ils étaient des hommes qui étaient là déjà, qui avaient fait de la politique. Même Fuchs, qui n'était pas de mes idées, mais qui était gaulliste, même Fuchs, j'aurais suivi n'importe où. Osias et Fuchs, qui devinent les arrière-pensées de Vichy, savent qu'ils seront livrés tôt ou tard aux Allemands. Les préparatifs d'évasion commencent. Notre objectif quand même, c'était de ne pas rester enfermé dans la centrale d'Aix. Notre but principal était surtout de se libérer si on le pouvait et de rejoindre les maquis. Parce qu'on savait bien, déjà en 1943, que c'était ensuite la déportation. On savait bien qu'on ne resterait pas indéfiniment à la centrale d'Aix. Des liens de solidarité entre les détenus se mettent peu à peu en place. Encouragé par le collectif qui y voit moyen de renforcer la cohésion du groupe, la solidarité se pratique au quotidien. On a créé d'abord dans la centrale ce qu'on appelait nous les goubis. C'était des hommes qui se retrouvaient en général, si on était de la même région, du même département, si possible, on se retrouvait dans ce goubi où on se partageait tout. Les colis qu'on recevait, on les mettait en commun et on se les répartissait pour que tout le monde puisse manger à peu près correctement par rapport à la nourriture que de la prison. Les dirigeants sont aussi soucieux de garder haut et fort le moral des troupes. Les détenus décident d'organiser une grande fête, antidote à l'enfermement. Pendant quelques heures, la prison cède la place à un coin de république. Tu n'y étais pas quand ils ont organisé un truc, une fête. Ah, tu penses, c'était au Pro 3. Ben voilà. Et voilà, on a galopé, c'est le Pro 4 qui avait gagné, comme d'habitude. Ouais. On a organisé la fête de la jeunesse, où on avait rassemblé tous les 1200, tous ceux qui voulaient venir ensemble pour fêter la jeunesse. Il y avait l'enthousiasme. 18 à 20 ans, c'était le plein moment où tout est ouvert, hein. Ça semble possible. On avait fait le matin des courses, des jeux. C'était une fête sportive le matin. Et l'après-midi, on avait fait du théâtre. Dans les périodes, des camarades avaient monté une pièce qui appelait toujours à la résistance. Hein. C'était pas... Et puis, ça s'était fait... Toute la journée, ça a été comme ça. Toute la journée, on avait fait cette fête de la jeunesse. C'était extraordinaire. Alors moi, je me souviens de Kita, c'est un peintre. Alors je le vois encore en train de dessiner c'était la mode à l'époque, des portraits des grands bonhommes. Il avait dessiné De Gaulle, et de l'autre côté, ils avaient dessiné des personnages du Parti communiste, bien entendu, pour qu'il n'y ait pas de vagues. Et chacun faisait sa petite publicité. Alors que la libération n'est pas là, nous avions la photo de Gaulle en face de nous. C'était fantastique, ça. La force du collectif s'incarne également à travers les journaux clandestins qui circulent de dortoir en dortoir. Fabriqués avec le plus grand soin par une équipe rédactionnelle et de talentueux calligraphes, ils permettent de cimenter les hommes autour de la valeur du groupe, la liberté, l'unité et la combativité contre l'oppresseur.
C'est le lien qui nous unissait tous. Que ce soit les journaux qui avaient l'influence gaulliste, que ce soit les journaux d'influence communiste, que ce soit le jeune patriote enchaîné. C'était notre journal pour les jeunes. Mais il n'y avait pas que nous. Tous les jeunes qu'on pouvait faire participer, à qui on demandait de dire un mot, etc., écrivaient. Contrairement à l'image que Vichy s'efforce d'imposer, des hommes sans foi ni loi, des terroristes assoiffés de sang, les résistants emprisonnés font de leur prison un lieu d'éducation, tourné vers le renouveau démocratique de la France libérée. Le matin, il y avait des cours, on suivait des cours, celui qui voulait. Hein, il y avait des cours de géographie, d'histoire et tout. Il y avait Charpak qui faisait de la physique, mais là, pour moi, c'était un peu trop haut. Le besoin d'apprendre, c'était, en tout cas pour nous, c'était une nécessité parce que moi j'avais le certificat études, j'étais allé quelque temps au cours complémentaire qu'on appelait à l'époque, c'était en 1936, vous voyez, et puis c'était tout. Et puis tout le reste, j'avais appris par moi-même, en lisant en particulier. Moi j'avais été chargé de donner des cours d'orthographe. On avait des bouquins et d'autres qui donnaient des cours de maths. Quand on relit le Conseil national de la résistance, dans l'essentiel, c'est ça aussi. Hein. L'éducation rentre beaucoup dans les propositions du Conseil national de la résistance. Le 8 décembre 1943, la direction reçoit l'ordre du ministère de l'Intérieur de transférer en zone nord 165 détenus n'ayant pas fait l'objet d'un procès. Pour le comité, c'est l'occasion de tester la mobilisation du groupe. Les hommes décident de sortir de leur dortoir pour faire barrage aux gardes mobiles. Après plusieurs heures d'un face-à-face tendu, l'administration renonce au transfert. C'était véritablement la première victoire que nous avions en définitive obtenue. C'est une victoire vraiment de masse, parce que les 1200 détenus de la centrale d'Aix étaient là. Il fallait voir les centrales quand on la voit. Il y avait tout le monde. Il n'y a pas eu personne qui s'est planqué, rien. Tout le monde était là. Cette victoire constitue un véritable encouragement pour le collectif. C'est aussi une victoire pour la résistance dans son ensemble. L'événement fait la une de presse clandestine. Jusqu'au fond des cachots où les ennemis de la France les ont enfermés, les patriotes résistent et luttent. De l'intérieur même de leur prison, grâce à leur union, à leur courage, les patriotes emprisonnés ont tenu en échec le gouvernement de Vichy. Éclatante démonstration de la puissance d'une résistance organisée. Vous qui êtes en liberté, inspirez-vous l'esprit de décision de nos amis. Fort de la solidarité et de la détermination qui traversent le groupe, les responsables du collectif imaginent une évasion qu'ils savent être sans précédent et très risquée. L'évasion de la totalité des 1200 résistants. Pour les hommes d'Est qui partagent désormais un même destin, ce sera tout le monde ou personne. Pendant les dernières semaines de décembre, le plan d'évasion est finalisé. Une unité militaire secrète est créée sous le commandement de Fernand Bernard, ancien officier de la guerre d'Espagne. Parallèlement, le comité fait évader un détenu qui doit alerter les maquis voisins en vue d'une aide extérieure. Il se rend à Toulouse où il rencontre Serge Ravanel, un des chefs de la résistance. Ils conviennent d'une importante livraison d'armes pour le début d'année. Ferveur et résolution règnent parmi les prisonniers. Instructions militaires et cours de maniement d'armes se multiplient. Les préparatifs accélèrent. En pensant qu'on pourrait s'évader, on rampait en gymnastique, on rampait sur les cailloux, ensuite on prenait des cailloux et on les jetait pour apprendre à lancer une grenade. Ben, on le faisait en tant que sport. Hein. Et on apprenait ça au cours de la gymnastique qu'on faisait tous les matins. Vous vous rappelez de ça? Oui, oui.
Début 1944, 2 incidents viennent affaiblir le plan d'évasion collectif. Le directeur de la prison, Jean-Baptiste Lassalle, jugé trop proche des détenus, est limogé par Vichy. Pour les Indes, c'est un allié potentiel qui s'en va. Plus grave, la livraison d'armes qui devait se faire depuis l'extérieur n'a pas eu lieu. Au dernier moment, le responsable gaulliste chargé de l'opération a refusé au motif que ceux d'Es sont en majorité communistes. Un autre événement va compliquer la situation. Le 3 janvier, 54 prisonniers du quartier cellulaire qui ont refusé de rejoindre l'organisation clandestine parviennent à s'évader. Suite à cette évasion, le ministère de l'Intérieur met tout en œuvre pour reprendre en main la prison. Un nouveau directeur est nommé, Joseph Chivot, milicien de haut rang et ami personnel de Darnan, le chef de la milice, rejoint S à la fin de janvier. Une de premières décisions est de renforcer l'armement des gardes mobiles. Peu à peu, Chivot resserre l'étau autour de l'électif. Le 7 février, il ordonne une fouille générale de l'infirmerie. Des cordes, quelques cartes et des sacs à dos y sont découverts. Plusieurs mois de préparation minutieuse risquent d'être réduits à néant. Acculé, le collectif décide de saisir la première occasion pour tenter une sortie. Le 19 février 1944, des fonctionnaires de Vichy arrivent pour inspecter la prison. Ils sont accueillis par le directeur milicien. Il est 14 h, la tentative d'évasion commence. D'abord, on nous avait dit que Chivot, avec des gens de Vichy, allait passer. Alors, on nous avait dit que de bien regarder le responsable et que s'il lâchait un mouchoir, il fallait donc sauter sur Chivot, tout ça. C'était le signal. Pas si c'était l'économe qu'on avait ficelé aussi. Et puis au fur et à mesure que si les gardiens se présentaient, on les kidnappait. On avait fait des espèces de chaussettes qu'on avait fait en balle. On a vite rempli de sable, parce que ça faisait des matraques. Et cet en arrivant dans la chapelle, il y avait une sorte de toile. Et derrière, j'entendais gémir, moi. Je regarde, et il y avait Chivot, tout ça, ils étaient bâillonnés, et tout. Alors, et qui était en train de gémir derrière, et tout. Et pendant ce temps, on entendait les balles. Ça pétait de partout, on entendait ça pétait de partout. Et ils étaient tous les trois alignés comme ça, garrottés, ficelés. On avait un fusil, la balle, elle gigotait dedans tant qu'elle pouvait. Ça, on ne pouvait pas s'en servir. Et je laissais garder le copain qui commandait notre groupe, Jacques Kahn, il s'appelait. Il nous avait dit surtout, tu ne parles pas, de façon à ce qu'il ne puisse pas te reconnaître à la voix. Et heureusement que je ne parlais pas, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Il y avait quelques mitraillettes qui avaient été introduites avec 2 gardiens, je crois. Et puis, il y avait des tromblons de la guerre 70 encore. Moi, je me souviens que j'avais hérité d'un fusil. J'ai pas tiré avec, mais j'aurais dû prendre. Si je l'avais pas été servi, j'aurais certainement pris une gifle. Parce que ça datait avant le 14. On ne s'est pas posé la question c'était est-ce qu'on va sortir. L'idée pour nous c'était de sortir. La première phase de l'opération est un succès. Il s'agit maintenant de s'emparer du poste téléphonique pour prévenir la résistance à l'extérieur et du mirador permettant l'ouverture d'une grande porte. Les groupes de choc, formés en particulier de républicains espagnols, tentent à plusieurs reprises de franchir les murs d'enceinte.
Et on était prêt à sortir et on allait à la porte pour l'ouvrir. Or, à l'extérieur, il y avait un bataillon de GMR avec une mitrailleuse. Et dès qu'on ouvrait la porte, alors on était maître de la prison à l'intérieur, mais on n'arrivait pas à sortir. Au fur et à mesure que les heures passaient, là, la situation s'était dégradée. La porte centrale, on n'avait pas pu passer. Il y avait quelques camarades qui avaient été, déjà un, Olagne était mort, d'autres avaient été blessés. Les mères ont téléphoné aux Allemands. Les Allemands sont venus avec une compagnie d'artillerie. Ils ont mis des canons en batterie et ils nous ont dit « On vous donne une journée pour vous rendre, sinon on fait tout sauter. » Au petit matin, les hommes d'Hesse acceptent de se rendre. Les otages sont libérés. Des policiers de Toulouse et de Limoges, chargés de l'enquête, interrogent les 1200 détenus, désormais accusés de mutinerie. Le souvenir personnel que j'ai, c'est le matin de la révolte, quand on a déposé les armes. Et ils nous ont fait descendre un par un. Et j'étais notamment à cette distance, là, il est à côté de moi, de Ozias, par exemple. Et Ozias, il allumait sa cigarette. Et puis il m'a dit, je crois que c'est la dernière. Mais très calme, très... Et vraiment, il prévoyait exécuter. La tentative d'évasion met Vichy en ébullition. Joseph Darnan, secrétaire général au maintien de l'ordre, se déplace en personne, bien décidé à faire de Hesse un exemple. Il exige 50 têtes. Le préfet de Lot-et-Garonne et certains policiers tentent ses ardeurs. Dans la nuit, une cour martiale se réunit en toute hâte. 12 résistants sont condamnés à mort. La sentence est immédiatement exécutoire. Il me semblait entendre toujours des bruits de marteau et je disais, tiens, c'est encore, il prépare les cercueils. Alors, toute la nuit, ça a été comme ça. Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que je sais pas exactement. Mais ça a été une nuit épouvantable, épouvantable. Il avait neigé le matin, je crois. Il avait neigé, il y avait de la neige. Et il me semblait entendre chaque fois des coups de marteau, des coups de marteau. J'ai dit, ça y est, parce qu'on savait qu'il y avait un tribunal, on savait qu'il y avait des camarades qui seraient condamnés à mort. Le tribunal, Darnan, s'était pas dépassé pour rien. Ça a été une nuit épouvantable, épouvantable. Au quartier cellulaire, les 50 détenus réclamés par Darnan attendent de connaître le sort. On était 50 suspects et on était 4 dans la cellule. Et on voyait en biais 1 ou 2 poteaux, mais je ne me rappelle pas bien. On était montés les premiers et Fiol, lui, est monté au moment de l'exécution. Et en descendant, il nous dit, bon, les gars, une seconde. Il faut apprendre la Marseillaise. Si on y va, pour que vous puissiez chanter comme nos copains la Marseillaise. Et il nous a appris. Il ne nous a pas appris, on en connaissait beaucoup de strophes, mais il nous a fait répéter la Marseillaise, en pensant que parmi les 50 que nous étions, et nous n'en connaissions pas le nombre exact, on allait continuer les exécutions. 10h30, on vient nous chercher. Les condamnés par la cour martiale défilent avec 11 gardiens qui les retiennent par des chaînes. Soldats en kaki, mousquetons,
groupe mobile de réserve, insigne noir, casque noir. Nous traversons la cour et allons vers la buanderie. Je me présente. Le directeur me dit « Je crois, monsieur le pater, qu'il n'y a aucun des vôtres. » Soulagement. Mais malgré tout, je dois suivre dans le cas où l'un de ces malheureux demanderait le secours de mon ministère. On arrive dans la buanderie. Le directeur dit « Voici l'aumônier catholique et le pasteur. » L'aumônier catholique veut exhorter, mais les détenus déclarent qu'ils n'ont de religion. 3 d'entre eux demandent à me parler. Le premier est du Gard et s'appelle Jean Vigne. Il me dit qu'il veut me demander un service, c'est de mettre un mot à sa famille. J'y consens volontiers. J'ai justement emporté avec moi quelques feuilles. Le détenu écrit une lettre d'adieu à sa mère, puis à ses frères. Il leur dit qu'il a été condamné à tort et qu'il meurt courageusement. Il me remet sa lettre, je l'embrasse. Le fait est que tous ces jeunes, d'hommes de 30 ans pour la plupart, m'étonnent par leur calme formidable en présence de la mort si proche. Passage par une porte, on débouche dans la cour. Contre le mur, des panneaux en bois, et devant, des poteaux auxquels les condamnés vont être liés. Avant, ils s'embrassent. Comme on va leur bander les yeux, ils protestent et déclarent qu'ils veulent mourir en bon français, la tête haute. On n'en tient pas compte. On les encapuchonne tandis qu'ils chantent à pleine voix le chant du départ. En face d'eux, à quelques mètres, 2 rangées soldats. Soudain, une rafale, une salle de feu. Lentement, les hommes s'affaissent. Quelques secondes, puis quelques gardes mobiles s'approchent. Froidement, ils leur tirent à chacun un coup de revolver dans la nuque. Dans les semaines qui suivent l'exécution, les conditions de détention se durcissent. Les prisonniers n'ont plus le droit de se parler, encore moins de se déplacer. Le 31 mars 1944, Vichy décide de livrer systématiquement aux nazis les prisonniers politiques encore sous son autorité. Le 30 mai, un détachement de SS de la division d'Eichsreich débarque dans la cour d'honneur. Qui nous ont fait lever au bonheur et ils nous pressaient vite. Bon, vite. Et puis, il y avait donc des rangs de bureaux, comme ça, dans la cour. Et puis, ils nous ont fait aligner entre les bureaux. Voilà. Il y avait un SS qui courait sur les bureaux, d'un bureau à l'autre, et qui s'arrêtait ici, là-bas. Enfin, moi, il y en a un, il court comme ça, et il arrive à moi, il me fout la mitraillette dans les côtes, comme ça, et il me dit « Boujoud !» Et j'ai répondu « Non, hein ?» Bon. Et pendant ce temps, ils étaient en train de taper, de cogner, à coups de crosse de fusil sur des copains dans le coin de la cour, dans un coin de la cour. Et puis il me lâche, et il fout le camp, il passe à l'autre, moi je m'en tire comme ça, et voilà. Mais les Français parlaient comme ça aussi, hein. Les pétinistes, les gens de la milice, un juif, c'était l'épouvante. Mais alors, chez les Allemands, c'était une idée fixe. Les prisonniers sont sommés de laisser leurs effets personnels, puis sont emmenés sous escorte allemande à la gare de Peine d'Agenais. Destination inconnue. Le voyage, au début, ça allait. On était entassés, on était 80, quelque chose comme ça, par wagon. C'est 80 centaines, selon l'importance du wagon. Et on n'avait pas d'eau. Ça a commencé à être difficile parce que j'avais un soleil plombant dans la journée. Et le soir, quand la chaleur s'est estompée, la sueur des corps ruisselait sur les wagons, sur les parois. Et cette sueur, on l'a léchée. C'était de la flotte. C'était... Et c'est d'aggraver après. Ça a duré 3 jours et 3 nuits. Dans le wagon, il a fallu calmer certains s'ils venaient agressifs.
le manque d'eau et le manque de nourriture faisait que les gens étaient prêts à se battre, quelle que soit leur discipline, prêts à se battre pour... Il a fallu qu'il y ait comment dirais-je, un service d'ordre qui s'établisse dans le wagon pour empêcher que les gens aillent à une extrémité très pénible. Alors nous, on a eu de la chance, on était les gens d'Ace, et dans mon wagon, on a de suite nommé un responsable, je ne dirai pas le nom, je ne me rappelle absolument pas. Alors on s'est mis une rangée debout, une rangée assis, dans les jambes les uns des autres. Et au bout d'un certain temps, le responsable disait changer. Ceux qui étaient assis se levaient et ceux qui étaient debout s'asseyaient. Et de temps en temps, on faisait passer pour aller respirer à la petite fenêtre grillagée qui était. Et alors, comme j'étais un des plus jeunes, pour pas dire le plus jeune, il voulait souvent que je passe moi. Et moi, j'ai jamais voulu. Je dis comme les autres, il n'y a pas de raison. Je me souviens que entre la gare et le camp de Dachau, nous avions déjà des morts dans le wagon. Ça durait encore plus longtemps, vu le transport. Et nous avions des morts dans tous les wagons. Il a fallu dégager les morts et les transporter comme on pouvait. Quand on est descendu du train, on est passé devant des maisons, il y avait des jeunes Allemands qui étaient habillés, on aurait dit des petits soldats, mais qui nous lançaient des pierres et tout, hein. Franzus et tout. Et puis quand on est arrivé, on a vu la porte, alors il y avait marqué en allemand, le travail rend libre. Quand on est rentré dans le camp de Dachau, le commandant du camp était à la porte pour regarder l'arrivée. Il se retourne vers ses hommes et il dit « Diese zwei Kommunisten ». Ces deux-là, communistes. On a reçu une clé, on est resté par terre. On ne savait plus où on était à moitié évanoui. Or, il y avait toujours un responsable SS et un responsable détenu. Le responsable détenu du camp de Dachau était un vieux communiste qui est là depuis les années 33-34. Il a dit aux communistes, il faut leur trouver une planque. Et il nous a trouvé une planque au secrétariat. Ils nous ont affecté un numéro. Et moi, j'avais le numéro 73 193. Je ne peux pas l'oublier. 73 193. On n'était plus que le matricule. On n'était plus, il n'y a plus de nom. Le nom n'existait plus. Et après, on nous a fait déshabiller. Ils nous passaient un badigeon. Et je peux vous dire qu'on faisait des sauts de cabri parce que ça brûlait comme tout. Et puis après, on passait et on s'habillait. On nous donnait les pantalons rayés, la veste, des godasses avec des semelles de bois qui étaient branque-ballants et le béret. Et la fameuse Butzen, le petit béret, c'est rayé également, et qu'il fallait nécessairement ôter systématiquement quand on voyait un SS ou quand on voyait un Allemand. C'était déjà une obligation. Si on oubliait, on prenait une punition. Alors ça pouvait aller de 5 coups de cravache, de police, ou alors rester planté au soleil toute la journée immobile, sans bouger, etc. Ça pouvait être la sanction qui vous amenait jusqu'à... En fait, la sanction pouvait être mortelle pour vous. Il y avait... ça commençait à être... on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, tout était en danger.
Les hommes d'Hesse sont séparés à l'intérieur du complexe concentrationnaire. Quelques-uns se retrouvent à Allach, camp de travail où se situent des usines d'armement. Une certaine forme de solidarité y subsiste encore. Dans notre parti de paix, on coupait tout le temps un petit bout, tous, et on mettait ça dans le béret, et le soir, en fraude, parce qu'il fallait faire attention, pour que on amenait ça au Révire, à l'infirmerie, pour qu'ils puissent donner aux gens qui étaient fatigués et malades, qui étaient là-bas. C'est important de sentir que les copains ne vous laissent pas. Ne vous laissent pas tomber. Voilà. Même si c'est rien. S'ils n'ont rien dans les mains. Mais quand on t'aide pour monter sur le truc, on essaye de se soutenir. C'est utile. Hein. Sans ça, je sais pas moi. Hein. Voilà. Avril 1945, dernière semaine de guerre. L'organisation du camp se délite. Le typhus fait rage, le taux de mortalité explose. La peur s'est installée dans le camp. L'isolement a créé une sorte de crainte en tous, l'incertitude. Mais je pense qu'il y a l'instinct de survie. Je crois qu'on a tous l'instinct de survie qui s'est développé. On voulait s'en sortir. On se disait, est-ce qu'on va s'en sortir? C'est sûr. Mais j'ai toujours gardé quand même le moral. Je ne peux pas dire que j'ai pas sombré. J'ai pas sombré. On pensait, est-ce que je reverrai mes frères, mes sœurs, papa, maman? Ça, on le disait, mais j'ai quand même pas sombré, vous savez. L'amitié est la plus forte. Je crois que c'est ça. Et puis tenir, parce que on avait décidé de revenir. Et c'est ça que ça me la main. Et il fallait surtout pas être seul. Il fallait que quelqu'un soit à côté de vous, que quand vous flanchiez, il pouvait vous remonter un peu. D'accord? Les groupes arrivaient à se maintenir, les individus individuels, qui étaient utilisés pour n'importe quoi, etc., et qu'on bousillait comme un rien. Colline de Leitenberg, à proximité de Dachau. Les SS enterrèrent ici 7500 corps. Sur l'ensemble des résistants d'Hesse déportés, 400 environ laisseront la vie dans les camps allemands. Les Allemands ont commencé à disparaître. Et on ne savait pas, est-ce qu'ils étaient vraiment partis? On était enfermés, nous. D'accord? On ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur. On entendait le canon qui tonnait. On était là, le soir, on s'enfermait dans nos blocs. Et je me rappelle, on était près des fenêtres, en train de regarder ce qui se passe dehors. Et on a vu un jour un type qui arrive, qui n'était pas un SS, qui était en uniforme marron. C'était un Américain. Mais on n'a pas osé sortir. Le type est rentré dans le camp, il a regardé à droite et à gauche. Nous, on était bloqués, on regardait ce qui allait se passer. Et il est reparti. Et puis, peut-être 2 heures après, on a vu dans la rue principale une drôle de voiture qui avançait, sur laquelle étaient assis 4 types. Qu'est-ce que c'était? Une Jeep.
Et il y en a un qui enlève son casque. Et il fait comme ça. Il y a une magnifique chevelure blonde qui s'est déroulée sur son épaule. C'était une journaliste américaine qui était parmi les premiers à rentrer dans le camp. Et la Jeep rentrait en plein milieu de la place d'appel. Il est un journaliste, photographié ça de tous les côtés. Quand on a vu ça, bien entendu, on est sorti. Et c'était la victoire. Tous les ans, je m'en vais à l'endroit où ils ont tué Sarvy. L'histoire d'Aix est une grande histoire parce que c'était le symbole de l'unification de la résistance. C'est le symbole de cette France future qui va arriver, une France fraternelle, unie et plus jamais de telles situations. Je vais être un peu zinzin, je voudrais qu'on revienne à cet esprit qui se perd un peu. On a appris une chose, qu'on a besoin les uns des autres. D'accord? Ça a conditionné toute ma vie. Toute ma vie. Il y avait un cœur serré dans cette centrale, c'est formidable. La vie, en France, on serait comme à la prison, on serait le plus beau pays du monde. Aujourd'hui, si je veux dire quelque chose pour les jeunes, c'est jeune génération, c'est que jamais ne douter du peuple de France. Jamais ne baisser la tête, de tenir haut et ferme le drapeau de la France. Parce que nous sommes le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. On doit être les porteurs de cela. Tout mon parcours, ça a été ça. J'ai mes idées, mais en même temps, je suis fraternel avec tout le monde. Sauf, bien sûr, avec les fachos. Et aujourd'hui, avec ce qui représente véritablement un danger pour la France, parce que ça c'est un retour véritablement à, je dirais, à tout ce qu'on a combattu.